Enfin, te voilà, je te cherchais partout. Ça va, Gul? Je reprends mon souffle. Je viens de parcourir plusieurs kilomètres en courant. Ah, je suppose que ça s'est mal passé alors? Quoi donc? Bah, ton rencard. Tu te rappelles pas? T'avais rencontré une nana je sais plus où et tu devais dîner avec elle. Ah oui. Eh ben, c'était il y a une semaine. T'avais complètement disparu. Je te cherchais partout. Je commençais à flipper, moi. Et faut pas me faire ce coup-là, hein. J'ai un petit cœur fragile, moi. Oh technicien, je suis vraiment désolé. Je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Ouais. Bon bah vas-y, raconte. Il s'est passé quoi? Ah, quelle histoire. Par où commencer? Bah, parle-moi de ton fameux rencard. Et avec tous les détails croustillants, hein. Tu me dois bien ça. Quelle soirée. Oh, si tu savais. On a dîné aux chandelles en extérieur, juste elle et moi. Je dois te l'avouer, je suis du genre timide. Je n'ose jamais prendre l'initiative. J'ai besoin de me sentir en sécurité et j'ai le sentiment que je me sentirai bien avec toi. Haha, je savais bien que t'étais romantique. Dîner aux chandelles et tout, c'est trop mignon. Je me sentais si bien. Jamais je ne me suis senti aussi complet qu'avec elle. Waouh, et c'est le véritable coup de foudre, on dirait. Et vous avez parlé de quoi? Oh, la discussion était à sens unique. Elle était plutôt silencieuse, et c'est ce qui fait tout son charme. J'aime celles qui, comme toi, écoutent, sont là pour moi. Jusqu'ici, celles que j'ai rencontrées étaient toujours bruyantes, et je ne m'entendais même plus respirer. J'aime celles qui savent se taire. Hein? Tes propos me déçoivent là, Gul. Elle était si douce. Le contact passait tellement bien. Ah ouais? Et elle était comment en fait? Moelleuse, confortable. What? Et attention Gul, hein, parce qu'avec tes qualificatifs pourris, on frise le sexisme là. J'aime pas du tout ta manière de parler des femmes. Femme? Ah non, tu m'as mal compris, technicien. Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'une femme. Mon quotidien était difficile avec mon ex. Elle me faisait souvent mal aux fesses et au dos. Elle me résistait parfois, refusait de m'emmener au travail. J'ai dû m'en débarrasser en échange d'une prime. Ça a été un véritable traumatisme. Et puis, je t'ai vu cette nuit. Toi, lumineuse, tout droit sortie d'un rêve. Et j'ai su alors que je n'aurais pas de problème en ta compagnie. Si ça te dit, j'aimerais qu'on se fasse un petit bout de chemin ensemble. Toi et moi. Je t'aime, Titine. Une bagnole? Mais oui, Tu sors avec une bagnole? et pourquoi pas? Ça n'a rien d'étonnant. C'est même plutôt en accord avec les mœurs de l'époque. Mais t'as fumé du poulet à la brochette ou quoi? Depuis quand avoir une relation avec une voiture correspond aux mœurs de l'époque? Mais depuis des décennies, technicien. Wow. What? Laisse-moi t'expliquer. Toi et une bagnole? Mais comment t'as pu en arriver là? Je n'ai fait que suivre les recommandations publicitaires. Et comment ça? Regarde-moi, touche-moi, possède-moi, contrôle-moi, exalte-moi, déteste-moi, aime-moi, retiens-moi. Je suis Giulietta, mieux que des mots, essaie-moi. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi.
Il a une âme. Il aura la femme. Tu vois bien, voiture et relations de cœur vont de pair. Mais c'est n'importe quoi. L'être humain a toujours eu un rapport particulier avec sa monture, ou tout autre moyen de locomotion. La figure du cheval, par exemple, est au cœur de nombreux mythes et légendes. Le fabuleux Pégase qui permettait aux mortels de s'élever jusqu'aux dieux. On peut croire que l'ère de la mythologie est révolue. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi imprégnés par le mythe qu'à notre époque. Et tu penses à quoi? À ceci. Dans les années 50, Roland Barthes, sémiologue français, entreprit une réflexion, au gré de l'actualité, sur les mythes de la vie quotidienne. Le mythe est un langage, une pensée qui s'articule sur un contenu fictif ayant des fonctions essentielles. La cohésion du groupe, une justification du monde, de la société, d'un ordre social, via des représentations communes. Le mythe véhicule des croyances, propage une certaine mentalité, organise nos rapports avec les choses. Au XXe siècle, dans une civilisation de la consommation, le mythe se cristallise dans l'objet que nous consommons. Enfin, la nouvelle Citroën, en tout cas quand elle est apparue, la DS19, sûr. a vraiment fonctionné comme alors aussi un objet magique, luisant, sans jointure, avec beaucoup de vitres, une sorte d'objet tombé du ciel, comme dans les contes de Voltaire. Hein. Et ainsi, le mortel ne s'élève plus vers les cieux sur le dos de Pégase, mais assis confortablement au volant d'une déesse. Ouais, mais je croyais que dans les mythes, il y avait, je sais pas moi, des dieux, du fantastique, du surnaturel. C'est en effet un trait caractéristique de nombreux mythes. L'expérience mystique, l'irruption du divin dans le monde des mortels via une apparition fugace mais intense, laissant sans voix les témoins. C'est ce qu'on retrouve dans de nombreuses publicités, particulièrement la publicité automobile où la voiture est littéralement divinisée, son irruption dans la réalité du passant faisant office d'une expérience mystique. Thought I had it in the blizzard of 93. Never even came close. It's got those eyes. Those unmistakable eyes. They haunt my dreams. Folks around here think I'm crazy. But when you've seen the things I've seen... La lumière, intense et disparate, divine, est aussi un trait que partagent nos anciens mythes avec la publicité. Jeu de clair-obscur, nuit profonde dans laquelle l'automobile est porteuse de lumière, étoile filante technologique, lumière aveuglante comme dans un rêve ou une révélation biblique. Et merci les lens flares. Ah, ça me rappelle ma rencontre avec Titine. Ah ouais? Tu m'as pas dit comment vous vous étiez rencontrés? Il devait être 1h du matin dans ces eaux-là. J'étais sorti pour m'entraîner à faire quelques ricochets. Diantre. Attends, tu faisais des ricochets à 1h du matin? Oui, ça fait partie de mes petites pulsions nocturnes. Je me souviens encore, il n'y avait pas un bruit, une mer d'huile, pas un nuage dans le ciel, point de lune non plus. Et c'est là que ça s'est produit. Un petit bourdonnement lointain. Et puis, ce flash, aveuglant. J'ai bien cru que mes yeux allaient fondre, littéralement. J'ai été enveloppé par la lumière. Et puis, j'ai distingué une forme, des courbes. Et c'était elle. Faut arrêter de sniffer de la javel. J'ai quand même du mal à saisir comment on passe de la voiture mythique, quasiment divinisée, à la voiture que l'on vient à désirer de manière pas nette. Le désir. Tu emploies le bon mot, technicien. Accorder des attributs divins à un objet consiste avant tout à le rendre plus désirable.
Roland Barthes, dans son ouvrage Mythologie, aimait faire ce jeu de mots de la Citroën DS avec déesse, femme divine que l'on peut, dans le hall d'exposition, toucher, caresser, palper les rembourrages. Pour reprendre les termes du sémiologue, l'objet est ici totalement prostitué, approprié. C'est dégueulasse. Le mythe est une parole qui ne se définit pas par l'objet de son message, mais par la manière dont il est proféré. En cela, pour Roland Barthes, tout peut être mythe. J'ai envie que soit construite actuellement cette sorte d'encyclopédie, non plus du savoir, car ce serait beaucoup trop difficile, mais des symboles humains, de l'imagination de la société dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire de tout, du vrai, du faux. etc. Du vrai, du faux, du rêve, de la distraction, des fantasmes, tout cela étant véhiculé par des objets extrêmement différents, depuis l'affiche publicitaire jusqu'au récit de presse et jusqu'à l'œuvre littéraire. Oui. Un objet, si vous voulez, c'est toujours quelque chose de responsable. C'est plus qu'un objet, c'est responsable de ce que les hommes mettent en lui. Ces mythes sont des messages suggestifs qu'il faut savoir décrypter afin de saisir leur sens implicite, leur portée symbolique, leur réception. Là est le travail du sémiologue. Sémiologue. C'est quoi ça? La sémiologie est la science des signes. Un signe est un indice, un signal ou un symbole qui fait le lien entre un signifiant et un signifié. Pour faire simple, les mots ou les représentations picturales sont des signes, car ils ont une désignation explicite, une dénotation et une désignation implicite, une connotation. Le sémiologue est celui qui cherche à rendre compte de ces significations, à comprendre les symboles. Et la publicité est riche en symboles, symboles qui s'imprègnent, qu'on le veuille ou non, dans l'esprit du spectateur. La sémiologie ou sémiotique peut nous aider à comprendre ces mythes contemporains, et ainsi démystifier le message et le média. Voyage, émancipation, désir, effet de vitesse, domination, réalisation, réussite sociale, contrôle, sexe. La publicité automobile ne vante pas seulement le produit, mais provoque des réactions sensorielles et émotionnelles, allant jusqu'à propager des valeurs et des normes idéologiques. Ouais, enfin, y a pas que les publicités de bagnoles, c'est pareil pour tous les autres produits, non? Évidemment, mais automobile et publicité ont une relation très particulière. Elles vont de pair car elles ont une histoire commune. Petit retour dans les années 20. Souviens-toi, nous l'avions déjà évoqué quand nous avions traité du sujet de l'obsolescence organisée. Au début du XXe siècle, dans l'industrie automobile, c'est le constructeur Ford qui domine le marché grâce à une stratégie d'organisation scientifique du travail bien connue de tous, sous le nom de Fordisme. Si la connaissance du Fordisme est aujourd'hui bien intégrée dans notre culture générale, on connaît bien moins le sloanisme, pourtant déterminant dans l'industrie automobile. Alfred Sloan devient président de General Motors en 1923 et le restera une trentaine d'années. Dès son arrivée, il mettra en place une toute nouvelle stratégie. Son objectif fut de trouver une solution afin que le consommateur renouvelle son véhicule plus rapidement. Il misa donc sur des gammes diversifiées dont le design évoluait régulièrement et qui correspondaient aux différentes couches de la société. Ah oui, je m'en rappelle. L'obsolescence psychologique par le design. Oui, avec l'aide, un petit peu plus tard, des travaux du styliste automobile Harley Earl. Le Fordisme visait le volume, une production importante d'un même produit, c'est-à-dire à l'époque, la Ford T. Sloan, lui, garda cet objectif du volume, mais y ajouta la diversité. Il subdivisa le groupe en 5 marques distinctes, avec une variation de prix, afin d'atteindre et de cibler différents profils. Cadillac ciblerait les clients attachés au luxe. Chevrolet s'adresserait à une tranche plus large. Oldsmobile incarnerait la tradition. Une voiture pour toutes les bourses et pour tous les usages, selon la formule de Sloan. Cette segmentation des marchés avait pour avantage qu'elle suscitait l'envie par un renouvellement de gamme fréquent, répondant aux besoins de comparaison et de distinction sociale. De plus, cette segmentation donnait l'impression de choix et de variété, alors que le client restait prisonnier d'un même groupe. Un marché captif. Oui,
Pour faire simple, le sloanisme consiste à stimuler la demande, et le succès a été au rendez-vous, puisque General Motors est passé de 15% de part de marché en 1921 à 40% en 1928. Avec le sloanisme, la voiture n'est plus juste utile, elle devient une véritable parure qui reflète nos goûts et nos conditions sociales, objet de contemplation et de distinction. Dès lors, options inédites, couleurs, design deviennent de nouveaux arguments de vente. Et nous voici dans les années 30, avec un véritable basculement de culture, stimulé par des industriels comme Sloan. Nous passons d'une culture du besoin à une culture du désir, où l'individu s'affirme avec ostentation par ses achats. Si Ford a inventé la voiture pour tous, Sloan invente la voiture pour le moi. Les objets du quotidien allaient devenir des instruments de désir, un moyen d'affirmation sociale, pour ne pas dire instrument de fantasme sexuel. L'industrie automobile est au cœur de cette mutation. Si le citoyen n'a pas objectivement besoin d'un nouveau véhicule, il faut qu'il en ait affectivement besoin. Sloan a bien compris que le premier moteur de la consommation est la jalousie, la comparaison avec son voisin, ce qui incitera toujours le consommateur à avoir la meilleure voiture, la plus puissante, la plus belle, la plus innovante. Veuillez, s'il vous plaît, jeter tout de suite ce magazine cochon. Mais Titine, je ne fais que regarder. Envisagez-vous de changer déjà de véhicule ? Mais non, je ne vais pas te quitter pour une petite italienne. Pour information, je vous rappelle que je suis garantie 5 ans avec assistance des peinages offerts. Voulez-vous vraiment vous séparer de toutes ces offres ? Ah, d'accord. Que c'est frustrant. Merci. La frustration. La voilà la clé de notre société de consommation. Pour reprendre la formule de Charles Gettring, PDG de General Motors avant l'arrivée de Sloan, la clé de la prospérité économique, c'est la création d'une insatisfaction organisée. Et comment entretenir une telle insatisfaction ? Aujourd'hui, cela s'est davantage accentué. La publicité appuie principalement sur des leviers émotionnels et sociaux. L'utilité et les qualités du produit sont devenues secondaires, voire accessoires. Dans les années 70 et 80 encore, les publicités automobiles misaient généralement sur l'exhibition du produit, la démonstration de ses qualités et de ses avantages technologiques. Commande numérique moteur. Coupure d'injection électronique en décélération. Autant d'innovations venues d'un univers de différence. Mais peu à peu, c'est l'émotionnel qui a supplanté le rationnel. On n'argumente plus, on ne présente plus, on suggère, on plonge le consommateur dans une turbulence de sens, de désir, de plaisir. Driving pleasure. When does it start? When you start the engine? Feel its power? When you release the brake? Does it start when the revs rise? And your heartbeat follows? When you speed up? The engine screaming? And there's nothing but the road ahead? No. It starts the moment you see it. Ces publicités témoignent d'un âge néo-baroque. Pour Gilles Deleuze, le trait du baroque, c'est le pli, qui va à l'infini, pli sur pli, pli selon pli.
Le pli est associé aux courbes de la voiture, mais aussi au contact de l'eau, de l'air, des reflets. Tout cela renforce une certaine sensualité. On se sent comme enveloppé dans des draps tout en étant imprégné par cette entité divine. Oh, Titine, cette douceur, enveloppe-moi, oh oui, moelleuse, oh oui, ton cuir, j'épouse tes formes, épouse les miennes, Eh oh, Gueule, tu reviens à terminer ? Oui, excuse-moi. Bon, ok, je te suis bien jusqu'ici, mais tout ce que tu racontes là, c'est valable pour tous les autres produits. C'est vrai, mais par rapport aux autres produits, la publicité automobile occupe une place très particulière dans le monde merveilleux des annonceurs. Le budget publicitaire alloué chaque année à la publicité automobile nous le montre bien. À en croire les études de l'UDA, Union des annonceurs, le secteur automobile est le deuxième annonceur de France, avec en 2014 un budget de 2,582 milliards d'euros. Attends, j'ai le tympan pompette ou je viens d'entendre 2 milliards pour une année ? 2,582 millions, oui. Et sache pour information que le budget total dépensé en publicité en 2014, tout secteur confondu, s'élève en France, selon l'UDA, à 29,624 milliards d'euros. À 29,624 milliards d'euros. À 29,624 milliards d'euros. À 29,624 milliards d'euros. Parmi les 4 premiers annonceurs en France, ce sont 3 marques automobiles que l'on retrouve: Renault, Peugeot, Citroën. Et si vous allez interroger les autres années, vous tomberez toujours à peu près sur les mêmes résultats. L'investissement du secteur automobile dans la publicité est colossal. Mais c'est pas logique. J'ai pas l'impression que c'est l'achat d'une bagnole qui est prioritaire pour les gens, surtout s'ils en ont déjà une qui marche bien. Justement, moins vous aurez besoin de consommer ou de posséder un produit issu d'une industrie forte, plus on vous martèlera de messages publicitaires sur ce même produit. C'est le seul moyen de vous pousser à l'achat, de vous donner l'impression qu'il faut changer de véhicule en jouant sur des leviers affectifs que nous avons déjà évoqués. Jalousie, frustration, désir, séduction. Si la publicité correspondait à nos besoins premiers, nous aurions davantage de pubs sur des produits de première nécessité. Pourquoi n'y a-t-il que si peu, si ce n'est pas du tout, de publicité sur la farine et les œufs ? Farine, gardez le contrôle. Pour nous, les hommes. Existe aussi pour les femmes. Objection, votre honneur. Je suis désolé, mais on voit plein de pubs pour des produits de premier ordre. Par exemple, je sais pas, des bouteilles d'eau. Contre-objection. L'eau en bouteille n'est pas un produit essentiel. Nous avons l'eau du robinet. Ouais, mais je suis quand même sceptique. J'ai pas l'impression que c'est en diffusant plein de pubs pour un modèle de voiture que cela va booster les ventes d'un modèle. Technicien, l'abondance de publicité automobile ne vise pas tant à promouvoir un produit, un modèle en particulier, mais davantage la marque elle-même. En anglais, marque se dit brand, du verbe to brand, marqué au fer rouge. La publicité, plus particulièrement la publicité automobile, a pour objectif de marquer les esprits, s'immiscer le plus possible dans la mémoire. Qu'est-ce que c'est l'image de marque? C'est en même temps l'idée que le public se fait d'un produit ou d'un homme et le symbole qu'il représente. Dans notre civilisation, l'image de marque la plus ancienne, la plus forte, la plus simple, c'est la croix. Elle est la passion du Christ et en même temps, visible de loin, le point de repère d'une église. Le symbole d'une marque, comme la croix du Christ, se doit d'être reconnaissable facilement, que ce soit visuellement, mais aussi auditivement. Tu remarqueras d'ailleurs la redondance du petit gimmick final. Attention Gueule, je t'interdis de diffuser... Citroën. Gueule, je vais te tuer.
Cette petite signature de fin est sans doute la partie la plus importante de toute campagne publicitaire automobile. Les gammes de voitures changent, mais la marque reste. Chaque nouvelle gamme est prétexte à une nouvelle publicité, et chaque publicité est signée du même symbole et de la même mélodie. Une diversité de produits cristallisés en une même marque, avec un blason qui se grave, que l'on veuille ou non, dans notre esprit, comme marqué au fer rouge. La publicité, c'est un peu comme la chanson. Il y en a qui retiennent les airs, d'autres retiennent les paroles, puis certains retiennent rien du tout, mais retiennent toujours le nom du chanteur. Ouais. Là, le chanteur, c'est Citroën. La mémoire du consommateur, voilà ce qui est visé. Tu remarqueras que nombre de publicités adoptent un rythme assez effréné, avec une haute fréquence de coupe. On retrouve souvent cette frénésie du montage dans nos publicités de voitures. Bah ouais, c'est pour donner une impression de vitesse. Oui, mais pas seulement. On pourrait tout à fait donner l'impression de vitesse en jouant avec un seul plan sur un décor qui défile. Selon les psychologues, tels que Paul Bol, Robert Potter et Annie Lang, qui ont mené des expériences sur ce sujet, le rythme effréné des images permet de capter davantage l'attention du consommateur, car chaque coupe provoque dans notre cerveau comme un déclic lié à la nouveauté. Le spectateur sera davantage captivé par une publicité ayant de nombreuses coupes et la mémorisation du produit sera potentiellement plus importante. Petite expérience. Essayons de promouvoir ce caillou en un seul plan. Gull, là on s'ennuie. Alors, rajoutons une musique plus dynamique. Ouais, mais j'ai toujours du mal à vouloir l'acheter, ton caillou. Eh bien, faisons une petite variation dans les plans. Ah ouais, c'est un petit peu mieux. Et maintenant, une variation des décors et des images. Je suis caillou. Je suis le témoin de tous les âges. Je résiste aux tempêtes, à la corruption du temps. Je suis immortel. Je suis caillou. Je suis faite de la même matière que les astres. Oh la vache, il est devenu puissant ton caillou. N'est-ce pas ? Il y a eu là une stimulation du cerveau par la nouveauté des images. Et mon petit caillou s'est sans doute immiscé plus facilement dans votre esprit. C'est pas gentil ce que tu me fais là. Laisse mon cerveau tranquille. C'est pourtant ce que l'on supporte dès lors qu'on regarde la télé, ou que l'on se balade dans la rue et qu'on rencontre des panneaux publicitaires. Le temps de cerveau disponible est destiné à être imprégné par ce genre de spot. Tous ces messages répétés, ces mythes, ces symboles, participent à associer progressivement un produit, une marque, à des valeurs, des émotions. Ils apportent des repères qui nous rassurent, nous guident, nous donnent de l'espoir. Ça fait très religieux tout ça. Tout à fait. Sache d'ailleurs qu'au niveau des observations du cerveau via IRM, la foi religieuse et l'amour d'un produit ou d'une marque sont identiques. Aujourd'hui, la marque a dépassé le produit en générant une émotion particulière. J'appelle ça une religion. Et j'étudie le phénomène depuis 7 ans. Depuis notre première étude sur les consommateurs amoureux d'une marque. Les gens ont besoin de croire en quelque chose. Comme les églises ne suscitent plus l'engouement, elles sont remplacées par les marques. Et c'est important pour les marques d'être une marque religieuse ? Bien sûr. D'abord, pour marquer sa différence, c'est très important. Ensuite, ça influe sur le budget qu'un consommateur est prêt à consacrer au produit. Si les gens ne considèrent plus un appareil comme quelque chose de simplement utilitaire, s'ils commencent à éprouver une émotion avec, alors le prix n'entre plus en ligne de compte. C'est comme si je vous demandais d'évaluer le prix de votre compagne. Si je vous dis, elle coûte combien ? Mais Martine, comment osez vous poser une question pareille ? Les grandes marques ont remplacé les églises. La marque et ses modèles encombrent ainsi notre mémoire, et par cette porte ouverte, elles y associent des valeurs, des normes auxquelles le consommateur sera emmené progressivement à adhérer. Des valeurs à adhérer, comme pour les religions, ou encore un parti politique qui fait de la propagande. L'analogie est pertinente. Si, comme chacun le sait, les politiques usent de techniques publicitaires à visée électorale ou pour vanter leur mandat, les publicitaires, eux,
use d'une certaine forme de discours politique, distillant enthousiasme idéologique, vision anthropologique, projet d'avenir. Et créant de nouveaux mythes. Oui, de la pure propagande à l'ancienne, mais avec des moyens contemporains. At BMW, we believe the best way to predict the future is to create it. We created the most powerful letter in the whole world, and with it, a thrilling future of performance. We created an exciting future of mobility, one that's both beautiful and sustainable. Now, we are creating the future of luxury. It will be magical and irresistible, just as BMW has always been. Let's not tell the world where we're going. Let's show them. Introducing the all-new BMW 7 Series. On retrouve même parfois dans certains spots nos vieilles rivalités nationalistes. Das voiture. Là, les Allemands, ils vont se demander... Avec la Renault Limited, les Italiens, ils vont voir rouge. Oh, shocking! La série Renault Limited, elle est so raffinée. Das aide au parking arrière, grosse liste d'équipements. La touche française. Les symboles et les discours révolutionnaires sont légion, avec parfois des références historiques directes, comme la chute du mur de Berlin. Within the sounds of silence. La voiture devient un instrument d'émancipation, un libérateur messianique, libérateur du bruit ambiant, libérateur du carcan social, libérateur des contraintes du quotidien, libérateur du stress au travail. Et quand on ne joue pas avec les codes révolutionnaires, on prône un discours élitiste. Nous sommes l'avant-garde. La première ligne. Nous sommes l'avant-garde de la mode, du design, de la technologie. Nous sommes les sentinelles éparpillées à travers les villes. Les éclaireurs, les pionniers. Nous ouvrons la route, nous repoussons les ténèbres. Notre tâche est de faire avancer le monde, de l'emmener là où il ne serait jamais allé sans nous. Nous sommes différents. Là où nous allons, les autres ne vont pas. Nous prenons les risques. Nous sommes ceux qui annoncent ce qui vient. Nous sommes l'avant-garde. Nous ouvrons la voie, éclairons la voie, découvrons la voie, traçons la voie. Mais jamais, jamais, nous ne suivons la voie. Pour un peu, sorti de son contexte, ça ferait presque sectaire. Mes bien chers frères, prions en chœur. Nous sommes l'avant-garde, la première ligne. Nous sommes les sentinelles éparpillées à travers les villes, les éclaireurs, les pionniers. Nous ouvrons la route, nous repoussons les ténèbres. Nous sommes ceux qui annoncent ce qui vient. Nous sommes l'avant-garde, nous ouvrons la voie, éclairons la voie. Mais jamais, jamais, nous ne suivons la voie. Amen. Jamais nous ne suivons la voie. Autrement dit, nous sortons du rang. La voiture est associée à la promesse de s'élever au-dessus de la masse. Dis-moi quelle voiture tu conduis, je te dirai qui tu es. Je te dirai quelle est ta place dans la société. L'être humain a toujours été friand de symboles. Nous avons coutume de nous référer à des choses que nous identifions comme faisant partie de nous, de notre identité, le drapeau, etc. Ces machines font désormais partie de notre identité. Mais alors, comment une marque peut-elle s'approprier des valeurs morales ? Elles ont repris le flambeau du symbolisme. Quand on vit dans une société laïque, on a besoin de croire en quelque chose ou on a besoin de symboles pour nous guider. En fait, le marketing a envahi les esprits au point de devenir inconscient. On ne le remarque plus. D'ailleurs, nous, les êtres humains, nous nous considérons peut-être aussi comme un genre de marque, pas une entité spirituelle, mais aussi quelque chose que l'on peut vendre littéralement via des sites web, des réseaux sociaux, des iPods, tout ce que vous voulez. C'est vraiment une révolution. L'un des professeurs de cette université est même devenu célèbre pour ça. Je veux parler de Feu Marshall McLuhan. Il a prédit que la révolution cognitive allait s'opérer grâce aux changements technologiques qui viendraient prolonger notre enveloppe corporelle. C'est fait.
La voiture, en tant que prolongement de nous-mêmes, est un véritable média, selon McLuhan. Quand la voiture est montrée, comparée avec le voisin, elle distribue des rangs, change le rapport que nous avons avec autrui et avec nous-mêmes, avec notre propre corps. Par la voiture, comme prolongement du corps, nous avons le sentiment qu'elle renforcera notre pouvoir d'action et d'attraction. La voiture n'est pas tant une monture, mais un vêtement très particulier, une armure qui se substitue au corps. Et de la même manière qu'un homme bande le muscle pour montrer sa force, il joue avec l'accélérateur pour montrer sa puissance. Je suis tout puissant, puissant. La voiture devient animal, mue par l'instinct. Et le seul animal qui peut un tant soit peu s'affirmer au-dessus d'une meute, c'est le loup alpha. Ouais, enfin c'est bon, on n'est pas une meute de loups quand même. Te rappelles-tu des expériences que nous avions vues au sujet du port d'un costume connotant l'autorité ? Ouais, en gros, les gens se soumettaient et suivaient plus facilement un gars qui portait le costard. Eh bien, sur la route, c'est la même chose. Dodds et Gross ont pu observer durant une expérience menée en 1968 que lorsqu'une personne ne démarrait pas son véhicule à un feu vert, les autres conducteurs à l'arrière klaxonnaient moins souvent quand il s'agissait d'une voiture haut de gamme comparativement à une voiture de gamme moyenne. Les psychologues remarquèrent aussi que les personnes de haut statut par leur véhicule étaient bien plus agressives sur la route, notamment dans l'abus de klaxon. Nous sommes l'avant-garde, nous ouvrons la voie, éclairons la voie, mais jamais, non, jamais, jamais nous ne suivons la voie. Guéguin et Pigeot ont même pu observer, confirmant de précédentes études, que lorsqu'une personne de haut statut, avec un modèle haut de gamme donc, transgressait une règle de sécurité routière, comme traverser les passages piétons, le taux de transgression des autres véhicules, imitant le premier transgresseur, était de 54%. Or, dans la condition où il s'agit d'un modèle bas de gamme qui transgresse l'interdit, il n'y a que 9% de suiveurs. La voiture haut de gamme est un symbole d'autorité, et la publicité contribue à renforcer ce symbole. Au-dessus de la masse, c'est aussi s'émanciper des conformismes. Qu'est-ce que vous voulez? De l'amour? De l'argent? Du pouvoir? Combien de fois avez-vous dit oui? 5, 6, 10 000? Oui! Vous êtes celui qui dit toujours oui! Bougez la tête de haut en bas, de haut. Dans votre vie, vous dites tout le temps oui. Mais avez-vous déjà essayé de dire non? Non au conformisme, pour découvrir une voiture qui ne ressemble à aucune autre. C'est là un grand paradoxe qui m'a toujours amusé. La publicité vous promet le non-conformisme par l'achat de son produit, alors qu'elle vise à ce que le plus de monde se conforme dans l'achat de ce produit, tout en se rendant conforme à un certain modèle de vie. Les publicitaires ciblent des catégories précises de la population. Ce faisant, ils s'assurent que leurs personnages et les situations mises en valeur correspondent au profil type. Pour cela, ils véhiculent les mêmes représentations. Bien souvent, le conducteur type est un homme blanc, trentaine ou quarantaine d'années, hétérosexuel, travaillant en ville dans des bureaux ou en open space, habitant en banlieue pavillonnaire, dans une jolie petite maison, ayant au moins un enfant, voire 3. Et pourquoi 3? Le nombre de places à l'arrière. Ce type de représentation, quand elles sont répétées, déforme non seulement notre vision du réel, mais propage des stéréotypes, des modèles de réussite.
Pendant longtemps, il était habituel de représenter la voiture comme émancipatrice du quotidien. On voyait alors de multiples publicités où la voiture quittait la ville, les familles partant en vacances, en voyage, libérées du métro, boulot, dodo. Mais tu remarqueras que les publicités automobiles, depuis les années 90, sont devenues moins farouches, plus citadines. I thought I would never go back. La voiture ne nous évade plus hors de la ville, mais nous emmène dans la ville, nous maintient dans la ville. Elle ne nous libère pas du train-train quotidien, mais nous promet plutôt de mieux supporter notre quotidien. Voiture, boulot, dodo. C'est tout à fait cela. La voiture ne nous emmène plus en vacances, mais au boulot. Elle nous conforme. Les publicités de voitures participent à propager une certaine idéologie du travail. La voiture est devenue un miroir de notre condition sociale, moyen de transport qui nous mène au travail, tout en étant source de désir qui nous stimule à travailler et à nous élever socialement encore davantage. Élévation qui se traduira par l'achat d'un nouveau véhicule. La boucle est bouclée. La voiture est incitation au travail et compensation au travail. I hereby confirm. Thanks for the quick reply. Wait, hold on, please. Hey, thanks for holding. Notre loup alpha est un bon travailleur. En tout cas, c'est pas pour une voiture que j'irai m'enfermer dans un open space. Et pour le sexe ? Hein ? La belle voiture n'est pas seulement un signe de domination sociale, mais aussi un signe de domination sexuelle. Le mâle dominant dans le règne animal est celui qui accède le plus facilement aux femelles. On parle pour certains animaux de caractères sexuels secondaires, qui sont des signes visibles de dominance. Par exemple, ce caractère sexuel secondaire chez le pan prend la forme d'une queue chatoyante. Ces signes établissent une hiérarchie entre les individus, distinguant la force et la vitalité de chacun. Et où tu veux en venir ? Pour faire une simple analogie, la voiture est à l'homme ce que la queue chatoyante est au pan. La voiture est devenue, principalement pour les hommes hétéros, un caractère sexuel secondaire. L'homme se complaît alors à penser que son véhicule reflète sa force, sa vitalité, sa puissance, son aura sexuelle qui pourra attirer les femelles. Look into her eyes. Look into her eyes. Look into his eyes. Look into his eyes. Nouvelle analogie. Une belle voiture est à l'homme ce qu'une belle poitrine est à la femme. Un bon point de cocher dans le loto de la séduction. Et c'est ainsi qu'on en arrive là. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il a une âme. Il aura la femme. Par la belle voiture, il y a promesse d'accaparement de la femme. Et ce type de publicité conforte les rapports de soumission de l'homme sur la femme. Dans la publicité, la voiture pour l'homme est à la fois extension du corps masculin, signe de sa domination, tout en étant fantasme du corps féminin, ou du moins promesse du corps féminin comme objet. Attends, donc je résume. La voiture, c'est à la fois la virilité de l'homme, et en même temps, les publicités associent la voiture à une femme-objet. Et je comprends pas, ça s'oppose tout ça, non ? Non. S'identifier à quelque chose et en tomber amoureux, cela porte un nom. Le narcissisme. C'est cet amour de soi que l'on retrouve dans certains spots. Cet amour est renforcé par l'anthropomorphisme de la voiture, ce qui devient tout à fait remarquable au regard de l'évolution du design des automobiles, tels que les phares qui se sont progressivement humanisés pour connoter des yeux féminins. L'association entre plaisir de conduire et le plaisir sexuel n'est d'ailleurs pas qu'implicite. I want ease.
ease your strain. I seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. I see. Ce procédé associatif de rapports sexuels et de conduite n'est pas rare, et parfois cela ne relève pas du tout de la suggestion. Ouais, mais il y a aussi des publicités destinées aux femmes, non? Les publicités de voitures sont majoritairement destinées aux hommes, bien que dans la réalité, en France, un conducteur sur deux soit une conductrice. Il existe effectivement des publicités qui cherchent à viser spécifiquement la gente féminine, prônant parfois la libération des femmes, leur promettant indépendance. On y retrouve encore cette association entre pulsion d'achat et désir sexuel. L'Opel Corsa, une ligne superbe, une conception allemande. Climatisation automatique, système de navigation GPS tactile, connexion Bluetooth et aide au stationnement. Guten Tag. Qu'est-ce que c'est? Ne vous inquiétez pas, madame. Moi, c'est Gunther, Hans. Et moi, je suis Jürgen. C'est de Pack Opel. Entretien, garantie et assistance pendant 5 ans. Oui, je vais le prendre. Cependant, on y trouve parfois des discours qui, bien que sous le second degré, n'en demeurent pas moins sexistes. Nous, les femmes, nous avons tendance à improviser quand nous ne trouvons pas de place de parking. Mais nous laissons toujours notre numéro de téléphone. Si nous trouvons un bout de papier, c'est pourquoi Nouvelle Renault Twingo vous offre l'option « Désolé de m'être garé là ». Des petites cartes qui vous font passer pour une fille sympa même quand vous êtes mal garé. Rendez-vous sur newtwingo.be pour commander gratuitement vos petites cartes d'excuses. Cette publicité a heureusement fait réagir plus d'un, puis a été retirée. Mais ce n'est ni la première, ni la dernière à jouer avec de tels clichés. J'attends encore de voir la généralisation de publicités automobiles qui, de la même manière, jouera avec les clichés masculins. Nous, les hommes, on a tendance à boire un peu trop après un match de foot. C'est pourquoi Renault vous offre l'option « Désolé d'avoir vomi là », des petites cartes qui vous feront passer pour un gars sympa, même quand vous conduisez bourré. T'es quand même tombé bien bas, Gull, hein? Ah oui, je sais. Suite à cette soirée éméchée, j'ai réalisé à quel point j'avais changé. J'avais été imprégné par tous ces mythes automobiles. Ça va faire bientôt une semaine que nous sommes ensemble. 132 heures et 14 minutes plus exactement. Ah, je ne me reconnais plus. Je suis devenu agressif au volant et j'ai l'impression d'être au-dessus de la masse. J'en suis même arrivé à rêver d'open space, de résidence pavillonnaire avec piscine, et je me suis même remis à porter la cravate. Cette cravate vous va à merveille. C'est terminé. Gull, pensez à ce que vous faites, pensez aux possibilités que je vous offre. Non, je ne me retournerai pas. J'ai marché longtemps sans destination particulière. Puis je me suis mis à courir. J'ai alors redécouvert la sensation grisante du vent frôlant mes vêtements. Je pouvais dévier de ma trajectoire. Je pouvais quitter le bitume. J'étais désormais en terrain inconnu, non balisé. Je pouvais m'arrêter n'importe quand, n'importe où, me baisser, sentir la terre sous mes doigts. Regarder les raies de lumière au-dessus de moi. La lumière, cette lumière intense. Elle était là. Mais d'où venait-elle? Une autre magie à 4 roues? Non, c'était autre chose. Je courais encore, rien ne m'arrêtait. Il y avait un obstacle devant moi, je n'avais pas à le briser. Je pouvais le contourner, l'escalader, sauter par-dessus, car oui, je savais sauter. Rien n'arrêtait ma course vers la lumière. Je m'approchais. Je contemplais la source de toute mythologie.
Et ce n'était pas une voiture. Et j'ai repris la route, guidé par mon simple désir de découverte. Ah bah enfin, te voilà, je te cherchais partout. Je reprends mon souffle. Je viens de parcourir plusieurs kilomètres en courant. Pause. Ah non, la suite je la connais, on va pas refaire tout l'épisode. Alors tu connais désormais toute l'histoire. Gull, au départ, je t'avais juste posé une toute petite question. Je voulais juste savoir si ton rencard s'était bien passé. Oh, pardon, j'ai un peu dévié. Alors, du coup, tu préconises quoi? Ça nous mène à quoi, tout ça? Ah, bonne question. Peut-être auras-tu remarqué que notre investigation sur la publicité de voitures n'a pas tant fait lumière sur l'automobile comme objet à part entière, mais davantage sur la société dans laquelle nous vivons, la société de consommation. Dans cette société de l'éphémère et de la non-finalité, la publicité agit comme un trompe-l'œil, en distillant de nouveaux symboles, eux-mêmes éphémères, constamment renouvelés, telle la voiture qu'on nous invite tout à la fois à désirer et en même temps à jeter. Ces mythes sont autant de mystifications de notre quotidien, agissent comme des repères mouvants, quasi religieux, qui nous conforment, nous orientent, non seulement dans nos désirs, mais aussi et surtout dans notre mode de vie. L'avoir se substitue à l'être. J'ai, donc je suis. Et il nous est malheureusement impossible aujourd'hui d'éviter cette invasion publicitaire, que l'on peut qualifier de pollution mentale. Néanmoins, nous pouvons réduire drastiquement le nombre de pubs en évitant certains programmes télé ou magazines qui ne sont que de simples brochures publicitaires déguisées. Vous pouvez aussi réduire les publicités sur Internet avec des bloqueurs. Sachez aussi que la réduction de l'affichage publicitaire en ville devient une revendication de plus en plus forte grâce à des prises de conscience collectives. L'activisme contre l'excès publicitaire ne manque pas, et notons que cela a ses effets, comme à Grenoble, où depuis janvier 2015, les panneaux publicitaires sont progressivement démontés pour libérer l'espace public. Et pour les pubs que l'on ne peut éviter, regardons-les avec les lunettes du sémiologue et décortiquons-les afin de comprendre les mythes qu'elles propagent. Car c'est là la meilleure façon de démystifier et d'amoindrir leurs effets quant à nos représentations. Les publicités sont aussi des objets d'étude remarquables pour interroger la société dans laquelle nous vivons, car elles opèrent comme des lentilles grossissantes sur des valeurs et des représentations qui sont parfois difficiles à cerner. Démontons ces fictions qui se veulent des modèles de vie, jouons avec leurs codes pour les désamorcer, amusons-nous en les détournant par exemple. Pour le coup, le détournement parodique est une arme contestataire très puissante. Alors, lâchez-vous, créez. Diantre, elle m'a retrouvé. Gull, vous n'êtes rien sans moi. Nous ne faisons qu'un. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il est temps de lever définitivement l'envoûtement. Vous ne pouvez pas faire ça. Adieu, dit-il. Non, non, ne faites pas ça. Attention, technicien, des lens flares. C'est fini? C'est fini, oui. Je suis désolé, Gull, pour ta rupture. Oh, je m'en remettrai. Dis-moi, technicien, tu m'as dit que tu roulais en trottinette, non? Ouais, pourquoi? Tu me la présentes?
Regarde-moi. Prends-moi. Effleure-moi. Jette-moi. Mouille-moi. Je suis Caillou. J'existe aussi en marbre pour plus de sensations.